Notre professeur d'SVT nous avait parlé d'un sixième sens que les malvoyants ils pouvaient développer. Oui, les colocations. Oui. Ça, voilà. Bah, oui, moi, c'est en effet, ça aide beaucoup pour se repérer. En fait, bah, ça marche un petit peu comme le principe des chauves-souris, hein, en fait. Et donc, avec le son, on va pouvoir s'orienter, s'apercevoir si on est proche d'un mur, proche d'un arbre, etc. Ce qui fait qu'en fait, pour se déplacer, ce qui est le plus difficile, c'est une zone complètement dégagée. Il fait pas très beau dehors, hein. Tu trouves pas? Tiens, c'est marrant, t'as vu comment il fait pour se déplacer alors qu'il a pas de chien? Ah oui, tu t'étais jamais posé la question de comment il faisait pour se déplacer? Non, mais on peut aller voir sur la chaîne YouTube Une question, une réponse. Bonjour à tous, on se retrouve sur notre chaîne YouTube Une question, une réponse. Et comme d'habitude, nous sommes là pour répondre à vos questions. Vous vous demandez sûrement comment les aveugles font pour éviter les obstacles. Eh ben, c'est très simple, ils utilisent l'écolocation, comme les chauves-souris. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ça avec de la physique. Donc nous allons voir qu'est-ce qu'une onde. Vous avez déjà tous entendu ce mot quelque part, mais est-ce que vous savez réellement ce que cela signifie? Donc c'est une modification de l'état physique d'un milieu matériel ou immatériel qui se propage à une vitesse finie déterminée par les caractéristiques des milieux traversés. Donc il y a deux types d'ondes. Il y a les ondes électromagnétiques et les ondes mécaniques. Donc un exemple de onde électromagnétique, la lumière. Et pour les ondes mécaniques, les vagues, les ondes sismiques ou encore le son. Alors nous allons plus nous intéresser sur les ondes mécaniques et plus particulièrement sur le son. Donc pourquoi le son? Alors ici nous avons un aveugle avec sa canne et donc quand il va l'utiliser, il va produire un son. Donc quand la canne a produit ce bruit, il va donc taper contre l'obstacle et ensuite revenir jusqu'aux oreilles de l'aveugle. Donc c'est le temps que l'onde aura mis pour l'aller et le retour qui détermine la distance entre l'homme et l'objet. Qu'est-ce qu'il y a là? Mais Bastien, je comprends rien. Bah, c'est très simple, je vais t'expliquer. Bon, tout d'abord, je vais vous expliquer le problème. Nous avons un homme aveugle qui utilise sa canne pour faire de l'écolocation. Donc, sa canne envoie une onde sonore qui se répercute contre le mur et qui revient vers lui à ses oreilles. La distance entre l'homme et la canne est de 1 mètre et la distance qui sépare la canne du mur va s'appeler D. On va considérer que l'addition de ces deux distances s'appellera grand D. Donc tout d'abord, nous cherchons grand D, qui est la distance qui sépare l'homme du mur. C'est l'addition de la distance entre l'homme et la canne et le mur. Ensuite, delta T, c'est le temps que met l'onde sonore pour passer de la canne au mur et revenir du mur aux oreilles de l'homme. En revanche, il faut faire attention. Le delta T ne comprend pas les 1 mètre, car l'onde sonore ne les parcourt pas à l'aller, mais par contre, elle les parcourt au retour. La distance D0 est la distance parcourue par l'onde. Donc, comme on l'a dit, elle parcourt 2 fois la distance D, et elle ne parcourt que retour les 1 mètre. Donc, D0 est égal à 2D plus 1. D'après la relation V égale D sur T, on peut dire que D0 égale V fois delta T. On peut en déduire, comme D0 égale 2D plus 1, on peut en déduire que 2D plus 1 égale V fois T, fois delta T. Ok, alors ici il y a un divisé par 2 parce que là c'est l'aller et ensuite le retour. Mais je comprends pas bien pourquoi il y a un moins 1 ici. Eh bien c'est très simple, c'est car l'onde parcourt 1 mètre en plus au retour. Et nous soustrayons pour simplifier l'exercice. Donc c'est le 1 mètre qui est là, qui est en fait pour le retour qui est là. Oui, il est soustrait ici. Pour trouver grand D, je prends la distance petit d qui se trouve ici et je lui rajoute 1 mètre. Ici. Et pour finir, je simplifie le résultat de cette manière pour obtenir la distance grand D. Et donc au final, nous obtenons la grande équation V égale D fois delta T plus 1 divisé par 2, qui permet de connaître la distance entre l'homme et le mur grâce à l'écolocation. Yes, j'ai enfin compris. Merci Bastien. Mais dis donc, Bastien, t'es bien gentil avec ta physique, mais on pourrait parler un peu de SVT aussi. Bah, pas de soucis, vas-y.
Entre le cortex visuel et la rétine, les messages nerveux sont transmis par neurones interconnectés. Ils sont interconnectés avec des synapses, qui sont des zones de connexion entre deux neurones. Le message nerveux est traité séparément et en parallèle des aires spécialisées. Une perception visuelle unique résulte ensuite d'une intégration de l'ensemble des messages nerveux. Entre deux neurones, dans la synapse, le message nerveux est transmis par une substance chimique, appelée neurotransmetteur. Cela nécessite que les molécules se fixent sur des récepteurs spécifiques. Certaines substances chimiques, comme la LSD, ont la même structure 3D que les neurotransmetteurs naturels. Cela renforce donc son action et ça donne une exagération du message transmis. Le cortex visuel primaire, qui est la partie arrière du cerveau, c'est le point d'entrée de tous les messages nerveux rétiniens. Les autres aires visuelles entraînent la reconnaissance des formes, des couleurs, de la profondeur de l'image. La vision, c'est l'intégration des informations par les différentes aires du cortex, en interaction avec la mémoire. Le phénotype cérébral impliqué dans la vision repose sur les structures présentes et fonctionnelles dès la naissance, résultant de l'expression de l'information génétique et de l'évolution. La maturation du cortex cérébral est l'effet de l'expérience individuelle et de celle de l'apprentissage. La plasticité cérébrale intervient, c'est la capacité du cerveau à se remanier au cours de la vie. La mémoire repose aussi dessus, c'est la sollicitation répétée des circuits neuronaux. C'est donc la réactivation des souvenirs précédemment encodés. Chez les malvoyants, il y a une reconversion des aires visuelles. Nous nous intéressons donc à celles qui servent désormais lors de son écolocalisation. Par exemple, reconnaître le bruit de la canne pour savoir à quelle distance sont situés les objets de lui. Une IRM a montré deux coupes de cerveau d'une personne voyante, les yeux bandés, et d'une personne non-voyante en train de lire du braille. Les IRM ont montré que, pour la personne non-voyante, les aires visuelles ont été sollicitées pour la lecture du braille. Le docteur Tatsuji Inoi a étudié le cerveau des soldats blessés lors de la guerre russo-japonaise. Pendant cette guerre, les projectiles utilisés étaient capables de traverser le cerveau sans le faire exploser. Le docteur a donc eu l'idée de les localiser précisément les zones lésées de l'encéphale et de soumettre les blessés à des tests visuels. Ainsi, il localisa donc les aires cérébrales impliquées dans la vision. C'est une façon de voir avec la langue, où des connecteurs reliés à une caméra miniature placée sur les lunettes du non-voyant retransmettent les images en sorte d'impulsion envoyée sur le connecteur sur la langue qui émet des mini-décharges. L'individu ressent alors des picotements à différents endroits de la langue et un message est envoyé au cerveau qui permet une représentation mentale de l'environnement. Le spécialiste des neurosciences Paul Bakirita affirme que ce ne sont pas les yeux qui voient, mais le cerveau. Selon lui, des informations transmises par d'autres organes de sens devraient permettre la retransmission d'images. Cette hypothèse est confirmée depuis 2010. Un soldat qui a perdu la vue au combat peut marcher sans assistance, identifier des objets sans les toucher et même lire des mots. Une nouvelle connexion se crée entre les nerfs sensoriels de la langue et l'aire visuelle non sollicitée habituellement. Au début, l'utilisateur peut seulement se diriger. Après quelques heures, il perçoit des formes. L'image est formée bien différente de celle perçue par la rétine. Cela prouve l'extraordinaire plasticité du cerveau. En conclusion, les malvoyants acquièrent une compétence extraordinaire grâce à la plasticité cérébrale, l'écolocalisation. Avec de la physique, j'ai pu vous démontrer qu'il était possible de se repérer dans l'espace grâce à l'écolocalisation. Donc grâce à nous, maintenant, vous savez qu'est-ce qu'une onde et à quoi elles peuvent servir. Et lorsque vous verrez un aveugle maintenant, vous ne vous demanderez plus comment il fait pour se situer dans l'espace. À bientôt sur une question et une réponse.